Je suis allé moi-même souvent en Chine, mais j'ai aussi emmené avec moi environ 500 étudiants et une trentaine de collègues. Et tous ceux qui m'ont accompagné sont revenus en disant qu'effectivement, ils avaient une idée incorrecte de la Chine. En revenant, ils avaient changé d'impression. Je pense qu'il y a deux grandes raisons aux énormes changements qui ont eu lieu dans les régions rurales en Chine. D'une part, c'est une question de choix judicieux de priorité et d'autre part, une question de stabilité. Donc je prends toujours un exemple particulier qui me frappe parce qu'il est vraiment spectaculaire. Donc la première fois que je suis allé dans ce comté, à Chongqing, ça mettait 1 jour et demi pour aller de Chongqing à Wuxi et c'était difficile. Vraiment, en février 2020, mes collègues sont retournés à Wuxi, il leur a fallu 6 heures. Alors qu'en Chine, en 20 ans, les paysans étaient très pauvres en 1999, ils sont beaucoup moins pauvres en 2020, beaucoup moins pauvres. Et donc ça, c'est une réussite extraordinaire. J'ai visité beaucoup de provinces chinoises, elles ne sont pas toutes au même stade, mais ça avance partout de façon spectaculaire. Et donc ça, c'est lié, je pense, en grande partie à de bons choix de priorité, c'est-à-dire on identifie bien les besoins d'améliorer le niveau de vie en milieu rural, eh bien, on met les moyens pour y arriver et on donne des objectifs clairs aux responsables, notamment les responsables administratifs et politiques, en leur disant « vous devez arriver à tel résultat ». Ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de cas, ça marche bien. Ce qui est important aussi, c'est de voir que les objectifs sont clairs et sont à long terme. Et malheureusement, dans beaucoup d'autres pays, ces aspects de bons choix de priorité et de stabilité des priorités disparaissent au profit de disputes internes et de luttes d'influence des uns et des autres. Notamment, les Occidentaux devraient mieux connaître la Chine et observer les progrès qu'il y a en Chine. En travaillant sur le terrain avec des collègues chinois, je suis témoin de certaines choses qui se passent. Donc ça, ce sont des choses qui sont parfois un peu compliquées à admettre pour les Occidentaux, mais quand on observe ce qui se passe sur le terrain, le résultat est quand même très impressionnant. Les deux sessions, c'est le temps fort politique de l'année en Chine, là où toutes les grandes décisions sont prises pour le pays dans un grand nombre de domaines, économie, sociale, agriculture, diplomatie. Et si leur mise en scène au Grand Palais du Peuple peut paraître impressionnant pour vous, d'ailleurs le Grand Palais du Peuple est juste derrière moi, leur fonctionnement un peu opaque peut-être, il en est rien. Nous allons tout de suite vous expliquer clairement comment cela fonctionne. Cette année, il y a d'un côté les 2977 députés de l'Assemblée populaire nationale qui sont issus de l'élection par l'Assemblée populaire aux échelons des provinces, de régions autonomes et de municipalités relevant de l'autorité centrale et par l'armée. Et de l'autre, il y a aussi des 2172 membres du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ou la CCPPC. Ils remplissent leurs fonctions de façon suivante: la participation à la consultation politique, l'exercice de la supervision démocratique, la participation et la délibération des affaires politiques. Alors, qu'est-ce qui figure à l'ordre du jour des deux sessions de cette année? D'abord, délibérer du rapport d'activité du gouvernement. 2. Examiner le rapport sur l'application du plan 2022 et aussi le projet de plan 2023 pour le développement économique et social national et d'autres. Ce rassemblement annuel est également l'occasion pour les observateurs étrangers de découvrir le processus de démocratie populaire intégrale à la chinoise. Et là encore, ce concept populaire en Chine pendant des années peut soulever un certain nombre de questions puisqu'il peut différer du système politique d'autres pays. En réalité, il s'agit d'un aspect du socialisme à la chinoise, tout faire dans l'intérêt du peuple et s'appuyer entièrement sur le peuple. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux sessions servent également d'une occasion pour les étrangers de mieux connaître la Chine et aussi la modernisation chinoise.
Alors comment elles sont vues par les Africains? Boldambe est un chercheur sud-africain des études chinoises et il a bien compris le concept de la démocratie populaire intégrale. Il a déclaré à ce sujet: la voix du peuple est prise en compte à tous les niveaux, non seulement pendant le processus électoral, mais aussi le pouvoir du peuple est exercé par le biais de l'APN au niveau des comtés et au niveau communal. Boldambe a dit l'essentiel: la voix du peuple chinois est la base de toutes les décisions prises pour le pays. À Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine, les grottes de Mogao, également connues sous le nom de grottes des 1000 Bouddhas, attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Pour rendre ces grottes séculaires accessibles à encore davantage de gens à travers le monde, les chercheurs chinois font tout ce qu'ils peuvent pour les protéger et les promouvoir. Outre une salle de cinéma dans la station, on trouve désormais un laboratoire de couplage à champs multiples, le premier de ce type dans le domaine de la protection des vestiges culturels, qui peut simuler de multiples conditions. La température dans le laboratoire peut être réglée pour se situer entre 60 et moins 30 degrés Celsius. Des échantillons sont prélevés à partir de matériaux recueillis dans le sol à proximité des grottes, et plusieurs variables sont manipulées pour tester ce qui arriverait aux grottes, afin que les chercheurs puissent savoir ce qui se passe lorsque les conditions météorologiques varient. Nous faisons des expériences de dégradation pour identifier les réactions de l'échantillon à la lumière du soleil, la température, l'humidité, le vent et la neige. En ce moment, nous stimulons un scénario. Le soleil émerge après de nombreuses précipitations pour tester à quel point les échantillons se dégradent. La température et l'humidité sont donc toutes deux élevées. Cela nous montre que nous ne pouvons pas simplement déterrer certaines des reliques ici. Nous devons nous assurer que les conditions environnementales sont appropriées. Les efforts en matière de numérisation ont également été accélérés. L'équipe de l'Académie de Dunhuang a développé un ensemble de technologies pour restaurer des œuvres d'art fascinantes. Grâce à une collaboration avec le géant chinois de la technologie Tencent, ils ont réussi à recréer chaque détail des peintures anciennes dans l'une des grottes avec une précision d'1 millimètre à l'aide d'une technologie de balayage laser et de reconstruction photo. En 2022, l'Institut de recherche a achevé la photographie numérique de 278 grottes sur un total de 492. Il a également produit un programme de visite panoramique couvrant 162 grottes. Quelques 50 000 négatifs de films des vestiges culturels des grottes ont été numérisés. Les chercheurs estiment que leurs efforts portent leurs fruits puisque ces trésors pourront être appréciés par les générations à venir. Je voudrais vous demander, vous avez tous vécu en Chine, vous avez fait des expériences très diverses, donc comment voyez-vous du concret là-dessus ou quels sont les points qui vous marquent le plus? Actuellement, je suis en train de faire des tournages aussi avec les réseaux sociaux sur une rubrique qui s'appelle les nouveaux métiers. Donc, je veux dire par là que le gouvernement chinois est aussi à l'écoute de la population pour ces nouveaux métiers qui se créent. Dernièrement, on a tourné une émission sur un nouveau métier qui s'appelait les responsables de l'entreposage, c'est-à-dire des personnes qui viennent chez vous et qui font le rangement, qui rangent tout, la vaisselle, les habits, les armoires et tout. Et ce métier a été reconnu par le gouvernement chinois comme étant un nouveau métier, comme ingénieur, comme maçon, comme architecte. Et je me dis que le gouvernement est aussi à l'écoute de la population et il donne des avantages aussi à cette population de s'exprimer, de créer et d'innover. On parle parfois du prix du développement
Et est-ce que finalement, ici, on s'arrête un peu pour voir, pour souligner de nouveau qu'est-ce qui est la modernisation chinoise? Est-ce que c'est une façon de réfléchir? Est-ce qu'il y a un accès? Est-ce qu'il faut prendre un recul? Oui. Quel est votre avis là-dessus? Oui, alors je voudrais juste dire quelque chose d'un peu plus divergent. Je voudrais vraiment m'échapper un peu des grands slogans et de toutes, comment dire, ces rhétoriques de développement qui restent ultra tangibles. Pour moi, la modernisation, c'est la patience, c'est le temps long. Ce qui se développe très rapidement ou qui s'industrialise rapidement, c'est de la surchauffe, c'est juste une injection de capitaux qui est très rapide et qui est très puérile et qui est très naïf sur des régions spatiales diverses. C'est très facile de créer du PIB quand on démarre de très bas. Pour moi, le développement, c'est plus quelque chose de plus subtil, de beaucoup plus psychologique. L'individu a une conscience par rapport à sa place vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis de son rapport au travail, où la valeur, la création de valeur humaine au travail est beaucoup plus grande. Et c'est pour cela, quand vous parlez de phénomène de rangement, pour moi, je ne le vois pas juste par rapport aux critères économiques, non. Moi, je pense que c'est plus par rapport aux critères de détail qui est en train de grandir, ce critère de goût qui grandit, cet esthétisme chinois moderne qui grandit, qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était toujours plus c'est plus, maintenant moins c'est plus. L'idée de minimalisme, l'idée de développement esthétique ainsi est un critère beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond sur l'idée de développement en dehors des rhétoriques un petit peu ultra logistiques et ultra tangibles de ce qu'est la modernisation et du coup au final qui n'est pas forcément chinoise mais qui est juste modernisation d'une économie quelconque. Oui. En fait, vous avez Tout à raison fait. parce que Christelle a mentionné vraiment quelque chose de très intéressant. Vous avez raison parce que le rangeur, apparemment, c'est pas simplement nettoyer la maison, mais c'est beaucoup plus sophistiqué. Et Zhang Yang, vous voulez répondre, vous voulez rebondir? Oui, donc, ouais, un peu rebondi parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup des différents aspects de cette modernisation et ses défis pour la Chine. Oui, tout à l'heure, on était un peu dans les détails, mais je dirais aussi, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a aussi un problème de confiance, c'est-à-dire pourquoi Oui. on est là, on est là, il y a Chinois et Français, on est tous francophones, on parle de cette modernisation chinoise parce que pour la Chine, le vrai défi, il est aussi dans cette relation entre la Chine et le monde extérieur, en dehors de la Chine. Donc, oui, les Chinois, tout le monde veut cette modernisation pour cette monter en gamme au niveau de vie, etc. Mais il faudra aussi que cette modernisation chinoise ne soit pas le déranger, qui dérange l'intérêt des autres. Et là, on sait en Occitan, il y a toujours les deux voix, une qui porte sur cette coopération avec Oui. la Chine et l'autre qui inquiète une montée en puissance de la Chine qui peut être nuire l'intérêt des autres. Et aujourd'hui, on arrive à ce moment, c'est-à-dire cette histoire chinoise, cette modernisation chinoise, et comment elle doit se dire au tout le monde. Déjà, à la nature, elle doit être bénéfice au tout le monde. Et aussi la Chine peut être reconnue par les autres. Sa modernisation peut être acceptée et aussi coopérer avec des autres. Je crois on est dans ce monde-là parce qu'il y a la guerre en Europe, il y a on parle souvent de ce changement, comment dire, de 100 ans, c'est-à-dire le rapport de force entre, si on parle si on utilise ce terme rapport de force, Oui. dans le plan mondial, la Chine continue à monter en puissance. Et donc, pour que ça soit continu, la Chine doit être comprise et acceptée par les autres. C'est ça, je crois, c'est peut-être un des plus grands défis de la Oui. continuité de cette modernisation chinoise. Parce Ah, qu'on passe les périodes difficiles économiques et maintenant on est dans une nouvelle page, quoi. C'est ça Oui. qui est important, ce sujet. Là, je voudrais revenir sur les invités étrangers pour voir est-ce que vraiment, dans quelle mesure la Chine est comprise par les autres. Quand on parle beaucoup de la modernisation chinoise, est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre propre pays ou le rapport avec la Chine ou dans quelle mesure, Zhang Yang avait mentionné, la Chine est comprise par l'autre et la modernisation chinoise est accepté et bien, je ne sais pas, intégré dans le processus mondial, Olivier?
Oui, je pense que c'est très intéressant. Je suis d'accord avec Monsieur Yao, mais le point focal ici, quand j'ai fait une lecture de la politique chinoise, je me rends compte que la modernisation, c'est un chantier perpétuel, en perpétuelle construction. Et donc, c'est la preuve que toute politique ou toute initiative ou même tout nouveau chemin, comme certains diraient qu'on emprunte, doit être adapté aux nouvelles variables. Parce on fait face à des défis intergénérationnel et une nouvelle conjoncture globale. Et cela revient à dire qu'il faut constamment innover, il faut constamment créer, il faut ajuster et réajuster nos pratiques pour réaliser un développement durable. Et alors, réaliser la modernisation, pour moi, ce n'est pas juste à l'échelle nationale, c'est-à-dire réaliser la modernisation à l'échelle nationale, c'est une chose, mais une modernisation qui prend en compte plusieurs facteurs qu'on a mentionnés, non pas majoritairement économiques, mais aussi environnement ou alors aussi la paix, la sécurité, etc. Je dirais que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi prendre en considération. Donc, pour dire que je suis d'accord avec M. Yao, c'est vrai, maintenant, c'est un grand défi. Comment est-ce que le monde, l'Afrique, d'où je viens par exemple, perçoit la modernisation à la chinoise? Je me dis, c'est un chantier en construction. Parce que nous aussi, en Afrique, nous sommes aussi en quête de développement, en quête de modernisation. Donc, on doit aussi chercher un développement à l'africaine ou alors à la camerounaise, par exemple, qui est spécifique aux réalités sur le terrain. Donc, il n'y a pas de modèle fini, il n'y a pas de modèle achevé ou alors terminé, comme qui dirait. C'est toujours un chantier. Et Washinu? Moi aussi, je suis africain et le développement, ou bien la modernisation, comme on le dit, pour nous, en Afrique aussi, nous sommes en quête de notre propre développement, de notre méthode, de notre mode. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir nous moderniser, pour pouvoir nous développer? Et sur ce point-là, je pense que il y a quelque chose que je peux ajouter. Je pense que nous sommes en train de promouvoir des coopérations avec beaucoup plus de paix et des coopérations qui sont, c'est-à-dire, il n'y a pas un seul gagnant dans les coopérations. Nous sommes tous gagnants. J'apporte ma part, vous apportez votre part parce que nous allons nous compléter. Et donc, les Africains ont besoin des Chinois, comme les Chinois ont besoin des Africains, comme d'autres continents ont besoin d'autres continents pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la modernisation, pour nous, c'est pouvoir faire ce brassage-là, nous respecter mutuellement dans cette diversité culturelle et surtout le côté respect mutuel. C'est très important parce que nous avons eu déjà des cas et plusieurs cas dont je ne vais pas dire le nom, de coopération qui étaient un peu plus paternalistes et ce n'était pas vraiment très intéressant pour l'Afrique. Et donc, je pense que nous, en Afrique, la manière dont nous voyons les coopérations, c'est que ce sont des coopérations, des relations qui seront basées sur le respect mutuel et sur la paix. Ainsi, nous allons nous développer tous ensemble. Nous n'allons pas seulement parler de la modernisation à la chinoise, mais nous allons aussi parler de la modernisation de tout le monde entier.